C'est parti. Bonsoir à tous. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je suis Alexandra Berceau. Je suis ce qu'on appelle une enseignante spécialisée en spécialité musique et discipline percussion. En gros, je suis le professeur de percussion de l'école de musique de Haute-Saône. Je ne sais pas si vous le savez, vous avez une école départementale de musique agréée de Haute-Saône. Voilà. Donc, je suis professeur de percussion. Donc, M. Trommelschlager m'a demandé de faire une conférence sur les bienfaits de la musique sur le cerveau, chose que je vais vous exposer ce soir. Donc, je ne vais pas vous l'exposer, je vais l'exposer scientifiquement aussi, mais je suis tout d'abord musicienne, pédagogue, et je ne suis pas neuroscientifique ou quelque chose comme ça. Par contre, je sais un peu comment fonctionne le cerveau pour vous donner des pistes. Donc, j'ai découpé la conférence en, je dirais, 4 parties. On va faire une introduction déjà pour définir vraiment ce qu'est la musique, qu'on soit tous bien d'accord de quoi on parle. Après, une première partie sur la pratique musicale et la plasticité cérébrale, c'est-à-dire quels impacts la musique a sur le cerveau. Après, on verra la musique thérapeutique, comment la musique est utilisée dans les soins. Et pour finir, on verra la musique et la réussite scolaire, comment elle est employée pour le bien-être des enfants. Donc voilà. Donc pour commencer, je vous ai mis un petit cerveau pour vous montrer qu'il y a 3 cerveaux en fait qui sont superposés. Donc vous voyez que le premier cerveau, c'est le néocortex, le cerveau de base. Manger, dormir, boire, ne pas se faire tuer. En gros, c'est ça. Non, c'est le reptilien. Je l'ai préparé sans inverse. Le reptilien. Réflexe inné, comportement primitif, la mémoire mécanique inconsciente. Donc ça, c'est vraiment la préhistoire. Après, on a un deuxième cerveau qui vient se greffer dessus, où là, ça va être les pulsions, les émotions, les relations sociales. En gros, on va devenir à peu près humain. Et puis après, on a le néocortex, où là, je dirais qu'on devient intelligent. C'est-à-dire avec le raisonnement, l'expérimentation, le langage, la conscience de soi, etc. Donc, si important, on a l'hippocampe, qui est là, qui est le régulateur de l'humeur, la mémoire consciente et des apprentissages. Et aussi l'amygdale, le centre des formations des émotions. Ce qui nous intéresse, c'est le niveau de la musique. Voilà. Donc je vais vous le laisser en photo pour l'instant. Donc on peut dire que la musique, c'est un langage universel. Universel parce qu'elle est comprise par tous, dans toutes les cultures. C'est-à-dire qu'elle a trois caractéristiques qui ne changent jamais. C'est l'intensité, la hauteur et la durée. Toute musique qu'on écoute a une intensité, une hauteur, une durée. Une intensité, ben, c'est le volume de votre radio, plus ou moins forte. Une hauteur, c'est les hauteurs des notes, d'accord? Même nous, on parle plus ou moins grave. Et la durée, ben, c'est la séquence par minute par laquelle on va parler ou chanter. Donc, on peut dire que la musique et le langage sont des traits humains. C'est ce qui nous différencie des animaux. Donc le premier instrument de musique est une flûte d'ours, oui c'est ça, d'os d'ours, qui date de l'époque néandertalienne. J'en ai une, je vais vous la montrer. Ouais. Ça ressemble, hein? Ça ressemble à une flûte, hein? Oui. C'est pas loin de la flûte à bec quand même. Oui. Malgré tous les siècles qui sont passés. Voilà. Donc je vais vous faire un petit détail donc, des caractéristiques de la musique. Donc si je prends les caractéristiques temporelles. Elles sont cassées, là, celle qui est au milieu, c'est pas... Ah oui, bah oui, c'est pas une ouverture. Non, c'est vieille. On a le... Vous voyez, on souffle en fait. Vous voyez, il y a une petite fente ici. Ou alors, c'est des flûtes pommées comme ça. C'est le principe de la flûte de Pan. Donc au niveau des rythmes, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous êtes musicien ou pas, des partitions. Vous allez simplement me dire si à votre avis ça joue plutôt où là. Qu'est-ce donc? Je savais pas ça tout à l'heure. C'est connecté, non? Voilà. Vous pouvez faire bien côté là? Non, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Il y a peut-être une bordure où vous pouvez... Non, j'ai rien de tout ça. D'accord. Donc là, on voit une partition,
À votre avis, c'est quelque chose qui se joue lentement ou vite? Doucement. D'accord. Pour endormir. J'ai vraiment un problème. Je n'ai pas tout le bazar là. Donc là, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus noir, donc on se doute que ça va jouer beaucoup plus vite. Et puis, Si vous mettez en pourcent du kilo, du plein écran. Bon, de toute façon, on ne va pas lire la partition. Là. Je vous défie. Simplement pour vous montrer que, oui, et que même si on n'est pas musicien, si on ne sait pas vraiment lire la musique, comme ça, d'un premier abord, on voit à peu près si c'est quelque chose qui va être plutôt lent ou plutôt rapide. Juste une impression. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est universel, parce que d'un premier abord, c'est quand même relativement visible. Après, on a ce qu'on appelle la mesure. Donc le 2 temps, le 3 temps, vous connaissez la valse, le tango, etc. C'est tous les styles de danse qu'on peut trouver. Là, je ne vous invente rien. Et le tempo, si ça va être quelque chose de relativement lent ou de relativement rapide. D'accord. Donc après, on a une autre caractéristique de la musique, c'est la caractéristique mélodique. Si je reprends mes petits thèmes, voilà, je prends celui-ci, ce serait génial, ça. Donc vous voyez que même sans être musicien, on voit les dessins, si ça monte, si ça descend. C'est la mélodie. Donc ça c'est pareil au niveau... On va patienter un tout petit peu. On va patienter un peu, c'est pas grave. C'est une dame, elle a perdu son sens. Donc vous voyez, si je vous montre cette ligne-là, on voit très nettement que ça monte, que ça descend. Pas besoin d'être musicien pour le voir. Oui. Ok. Donc ça, voilà. Et on a donc la composante mélodique qu'on vient de voir, et la dernière composante qui est le volume sonore. Donc ça, si on joue plus ou moins fort. Donc là, pour le côté universel de la musique, je pense qu'il n'y a aucun souci. Après, la musique est aussi un langage émotionnel. Donc on peut dire qu'une écoute d'une pièce musicale va déclencher une émotion. Mais elle va déclencher une émotion commune. C'est-à-dire que si on passe une musique, je ne pense pas que quelqu'un va me dire « non, je trouve ça très joyeux » et que son voisin de concert direct va dire « moi je trouve ça très triste ». Je pense quand même qu'il y a un consensus global. Et après, on va peut-être avoir des petites nuances au niveau de l'émotion ressentie exactement, mais on va quand même rester sur des choses plus ou moins tristes, ou plus ou moins gaies, ou plus ou moins... je ne sais pas, j'ai plusieurs caractéristiques. Alors, j'avais aussi une image. Donc si on regarde, on voit bien qu'on dit. Donc il va y avoir des zones du cerveau qui vont travailler en fonction de l'émotion ressentie. On peut regarder que si on écoute une musique qui nous semble agréable, on va avoir cette zone cérébrale qui va fonctionner. Après, si on écoute une musique qui va plutôt être triste, angoissante, effrayante, on va avoir plutôt cette petite zone-là qui va fonctionner. Si la musique est joyeuse, c'est une autre zone. Si la musique est désagréable, c'est encore une autre zone. C'est-à-dire que, selon le caractère émotionnel de chaque musique, on va avoir une zone du cerveau qui va fonctionner, qui n'est pas la même. Alors, on va juste faire un petit test au niveau des émotions ressenties. Je vais vous passer 3 petits extraits que je vais écourter. Vous allez me dire si ça vous paraît triste, gai, ce que vous ressentez. Donc la première, j'ai mis les orchestres avec, c'est mieux. Et avec le son. C'est gai. C'est gai. On se promène. Il n'y en a pas qui va dire que c'est triste. On peut pas dire que c'est Non. Bon, ça va, tu vois bien. Après, je vais vous passer. Il faut juste que je les retrouve. Ça, c'est un long truc. Le son est coupé. Le deuxième son de... Oui.
mais c'est angoissant. Angoissant? Lancement aussi, lancement. Tragique. En fait, c'est ça. Hein. Après, on peut tous avoir des émotions un peu différentes, mais on est tous dans le thème de la peur, colère, angoisse. Voilà. Tonicité quand même, au départ. Oui, c'est tonique. C'est tonique, mais l'angoisse, c'est tonique. On est bien d'accord que quand on est angoissé, on n'est pas spécialement détendu. Je pense, hein. On est tonique. Voilà. Donc, c'est plus... Par rapport à plat aussi. Oui, c'est vrai. Je vous en fais écouter un dernier petit. Alors, faut que je le retrouve aussi. Ça, c'est le son sur tout ça. C'est un antenne. Ça, c'est plutôt de l'histoire. C'est pour l'enterrement, ça. C'est l'adagio d'Alvino. Ça. Donc tout le monde est d'accord sur le fait que C'est un peu triste. c'est même beaucoup triste. C'est triste. Donc, on est bien d'accord que la musique va modifier l'état d'humeur. Voilà. Donc là, c'est un petit schéma pour vous expliquer que l'influence de la musique est évaluée au moyen des expérimentations en fait, qui ont été faites. Donc la petite expérimentation qui a eu lieu là, je vais vous lire le petit texte, ça explique très bien. Donc l'influence de la musique est évaluée au moyen d'une expérience où l'on commence pour faire entendre à un sujet une musique soit triste, soit gaie. Donc on lui présente ensuite un idiogramme, donc une image, qui n'a pas de sens pour lui et dont on pourrait attendre qu'il le qualifie de neutre. Donc n'évoquant pas d'émotion particulière. On demande au sujet d'appuyer sur une touche indiquant s'il trouve le caractère présent sur l'écran triste, gai ou neutre. Voilà, donc en fait on s'aperçoit qu'après avoir entendu une musique triste, le sujet indique qu'il trouve l'idiogramme triste et après une musique gaie qu'il le trouve gai. En fait au départ c'est un exemple que je vais vous donner. C'est-à-dire que la musique va influencer sur le ton. Ça je pense que c'est pas nouveau pour vous, tout le monde en avait bien conscience. Donc, nos émotions vont entraîner des modifications physiologiques. Le rythme cardiaque, la respiration, les frissons, on peut transpirer, etc. C'est une incidence physiologique sur notre corps. Donc voilà, en gros, ça a été schématisé comme ça. Donc là, on a l'énergie des émotions, on a la valence émotionnelle. La valence, c'est le bien-être qu'on peut ressentir, si on est bien ou si on n'est pas bien. Et les émotions corporelles qu'on peut avoir. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, on a des choses qui sont bien distinctes. Sur, en gros, les 4 émotions, tristesse, peur, ça dépend des gens, gaieté et sérénité. Donc à chaque fois, c'est vraiment incontestable. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la musique, c'est une drogue inoffensive. Il n'y a pas de danger. On dit que c'est une drogue parce que le plaisir musical active la sécrétion de la dopamine. En fait, le cerveau, il active le réseau de la récompense et nous pousse à réécouter la même musique. Je ne sais pas si vous avez une musique qui vous plaît vraiment, vous avez toujours envie de la réécouter, Donc, vous avez un moment juste pour le plaisir. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça devient une drogue, c'est le même fonctionnement qu'une autre drogue. C'est pour ça qu'on aurait bien envie de continuer à écouter ce qu'on a entendu. Je ne sais pas si vous voulez peut-être qu'on repasse un morceau à la fin de la conférence, pour un morceau de votre choix, peut-être pour vous faire plaisir. Vous me direz. Vous me direz. J'avance et puis on verra. Donc on va regarder le traitement de la musique par le cerveau. Je vais vous montrer ça. Donc vous vous souvenez que je vous ai montré un croquis, on voyait que les zones du cerveau s'activaient selon que la musique soit gaie, triste, etc. Maintenant, je vais vous montrer comment elle agit sur le cerveau. Donc, quand on écoute des sons, elle active le noyau cochéaire,
dont le tronc cérébral et le cerveau. Puis l'information se déplace vers le cortex temporal. En fait, c'est ça qui s'allume. Après, quand on écoute une musique familière, donc quelque chose qu'on connaît, vraiment, c'est le cortex frontal qui va vraiment s'activer. Je continue, j'ai pas tout sur le... Voilà. Après, quand on va s'amuser à battre du pied, je ne sais pas si ça vous arrive en... Voilà. Donc, on va avoir le cortex moteur forcément qui va venir se mettre en route avec le cervelet. Après, on peut inventer une musique aussi. Je ne sais pas si ça vous arrive tous les jours. Mais à ce moment-là, on a les deux cortex qui se mettent... Ouais, après, ça dépend. Vous chantonnez peut-être sur des airs et puis vous les modifiez un petit peu. Voilà. C'est déjà l'invention. Après, si on écoute une musique et qu'on commence à traiter ces structures, c'est-à-dire un peu voir comment ça se passe, etc., là, on va mettre les régions du langage en action, c'est-à-dire l'aire de Wernicke. Donc, sachant que l'aire de Broca, en fait, c'est ce qui fait, c'est l'articulation, la prononciation, et l'aire de Wernicke, c'est la compréhension de la parole. Donc, ces deux aires vont se mettre en place. Et après, effectivement, on va ressentir des émotions. Et là, on a le cortex et le médial qui se mettent en action. Donc, vous voyez qu'en fait, on place la zone cérébrale qui vient se mettre en action quand on bouge simplement pour le fait d'écouter de la musique. On n'a encore pas dû parler d'en jouer, il n'y a rien du tout. Donc voilà pour cette première présentation. Donc, j'ai... je ne sais pas si vous connaissez Ernest Ansermet. C'est un chef d'orchestre suisse qui décrit la musique comme, pour lui, c'est une expression esthétique de l'éthique humaine. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en fait, elle contribue au développement cognitif et spirituel. Voilà pour ces points. Donc on va passer au vif du sujet. Donc la pratique musicale et la plasticité cérébrale. Donc, je vais vous lire un petit texte d'un professeur de physiologie et de biophysique qui est réputé au niveau mondial. Il s'appelle Rauscher-Schön. J'ai du mal avec les deux. Donc, de nombreuses recherches neurologiques se font sur des musiciens pour comprendre les incroyables possibilités du cerveau quant à ses possibilités plastiques et ses facultés de réorganisation de la structure neuronale. La pratique de la musique introduit chez l'enfant qui la pratique des transformations cérébrales impressionnantes qui lui permettent de développer une meilleure faculté et visualisation ainsi qu'une meilleure précision du geste, de même qu'il améliore les potentiels auditifs et mémoriels. C'est-à-dire qu'on va avoir des gestes plus affinés, la visualisation et surtout chez l'enfant la mémoire est très importante. Donc ces développements sont au maximum de leurs possibilités quand l'enfant est initié à la musique et à sa pratique avant l'âge de 9 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus active après, mais on obtient vraiment la possibilité avant l'âge de 9 ans où le cerveau est vraiment très plastique. Cependant, il est primordial qu'il y ait une dimension pratique dans l'initiation à la musique et il faut malheureusement légèrement briser le mythe du développement cérébral sous exposition passive de la musique ou par sa simple écoute. Ces développements sont bien trop peu significatifs et seule la pratique permet d'induire des altérations plastiques notables du cerveau. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il faut pratiquer la musique si on va avoir des modifications plastiques du cerveau et pas simplement, comme des fois on vient de nous faire entendre, en écouter. C'est bien d'en écouter, hein, pour les émotions, etc. Mais en fait, il ne suffit pas de... Donc, si je prends la plasticité du cerveau en général, donc les connexions neuronales bougent tout au long de la vie. On peut apprendre une langue, on peut apprendre à jouer d'un instrument à tout âge. Il y a une époque où les scientifiques disaient une fois que les câblages avec les neurones sont fixés, arrivé vers une vingtaine d'années, plus rien ne bouge. En fait, c'est pas vrai. On peut vraiment apprendre tout au long de sa vie et le cerveau en fait se réorganise. Donc, les connexions neuronales sont modifiées par les interactions avec l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut... je ne sais pas, si vous apprenez le chinois et que vous n'allez jamais en Chine et que vous ne servez jamais de votre langue chinoise, il y a très peu de chances que vous teniez le chinois.
Par contre, si on vous plonge en Chine en vous disant ben, maintenant vous allez vivre là, je pense qu'au bout de 15 jours, vous commencez à vous débrouiller en chinois. Voilà. Il faut vraiment être plongé dans l'environnement pour pouvoir effectuer un apprentissage. Et à ce moment-là, il y a des nouveaux neurones qui se mettent en place, même chez l'adulte. Ce n'est pas uniquement chez l'enfant. Alors on a les synapses aussi qui se stabilisent. Donc je ne sais pas si vous savez ce qu'est un synapse. C'est une petite liaison entre deux neurones, voilà, pour que les neurones puissent communiquer entre eux. Donc en fait ça va se stabiliser si il y a un apprentissage qui est récurrent, sur un temps relativement long. À ce moment-là, le synapse va se stabiliser. Autrement, le cerveau, en fait, il va faire du ménage. C'est des choses qui ne se servent pas. Si on ne le sert pas régulièrement, je pense qu'il y a des choses que vous saviez faire un temps et que vous ne savez plus faire après. Parce que le cerveau, ben, il ne veut pas s'entraîner sur tout les sens. C'est comme un disque dur d'ordinateur. À un moment, il faut faire un peu de ménage. Donc tout ça, après, je vais définir le qu'est-ce qu'être musicien. Alors, scientifiquement parlant, être musicien, ça a été mesuré. Il faut jouer plus de 1000 heures d'instrument par an. Ça fait combien par jour? Alors, ça fait combien par jour? Je ne peux pas vous dire, ça fait une vingtaine d'heures par semaine. Voilà. J'ai eu 3 heures. Ma fille, elle jouait 4 heures par jour. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le cerveau va se modifier. Alors, je ne dis pas que si vous en jouez que 900, ça ne va pas se modifier. C'est pas vrai. Ça va se modifier un peu aussi. Mais c'est là qu'on constate vraiment des modifications durables. Donc, on constate en fait qu'un musicien à l'âge de 20 ans, un jeune musicien, il a déjà 10 000 heures de pratique instrumentale. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. 10 000 heures de pratique instrumentale. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'il y en découle? Un geste d'une extrême grande précision, la coordination est parfaite, l'imagerie cérébrale apporte des réponses sur cette perfection. C'est-à-dire qu'il y a eu des imageries cérébrales de fait. On voit qu'un pianiste peut jouer de 1000 notes par minute. 1000. Ouais, 1000 notes par minute, ça fait à peu près, si vous êtes un peu musicien, vous voyez des 4 doubles. Ça fait à peu près un tempo de 240 à la noire avec des 4 doubles. Ça fait le vol du bourdon, si vous connaissez le vol du bourdon, je ne sais pas là, mais ça fait ça. Donc ça fait un paquet de notes, hein, tout le monde n'y arrive pas. Donc là, il y a une précision spatiale et temporelle qui est sans faille, hein, on ne peut pas s'improviser. Donc, cette expertise va reposer sur un développement plus important du cortex moteur. Donc, je dois l'avoir, le cortex moteur. Je vous montre à quoi ça ressemble. Le voici. Donc, en fait, ils vous ont dessiné, vous voyez, vous avez des petites mains, des petits pieds. Voilà, on appelle le cortex moteur. Donc, ça, c'est un cortex moteur. Je dirais monsieur, madame, tout le monde. Voilà un cortex moteur de pianiste. Ah oui, il a des grosses mains. Vous voyez, voilà, les zones des mains sont bien développées. Oui. Là, vous avez le cortex moteur d'un violoniste. Vous avez une main, voilà, qui est largement plus développée que l'autre. Vous auriez le cortex moteur d'un organiste. Un saxophoniste, vous auriez les deux mains. Voilà, ça ne change pas du pianiste. L'organiste, par contre, contrairement au pianiste, il a le clavier au pied, donc il aurait les deux pieds aussi. Voilà. Percussionniste, il a les 4 membres aussi. Donc ça va dépendre de l'instrument duquel on joue. Oui, c'est. Donc voilà. Donc il y a déjà ces zones moteurs qui sont beaucoup plus fines que chez un élève qui ne pratique pas la musique. Donc, l'augmentation du cortex se traduit donc, en fait par un renforcement des plis. J'ai une photo à vous montrer au fil des heures d'entraînement. Donc si on regarde chez le pianiste, vous voyez, les plis sont beaucoup plus denses des deux côtés, donc dans les deux hémisphères, alors que chez le violoniste, la main là qui sert quasiment pas. Voilà. Elle sert un petit peu. Un petit peu, quand même. Les plis ne sont pas vraiment marqués, par contre la main qui sert, Oui, c'est voilà, simplement. Et donc on a une augmentation du cortex au niveau somatosensoriel, c'est-à-dire au niveau du toucher. Pour tous les instruments, on a besoin d'avoir un toucher. Donc
les volumes des fibres qui connectent les deux hémisphères sont supérieurs chez le musicien, ce qui assure une bonne coordination des mains. En fait, parce que chaque main est gérée par un hémisphère cérébral, opposé d'ailleurs, la main droite par le gauche, etc. Donc on a vraiment des connexions qui sont très fortes. Voilà. Vous voyez, chez le musicien, on a un corps canneux qui est beaucoup plus important que chez le non-musicien. Voilà. Ça c'est la liaison en fait entre les deux cellules, chez l'un et chez l'autre. Donc on a davantage de fibres qui se connectent dans les deux hémisphères. Donc le transit est plus rapide entre les deux hémisphères, mais pas seulement pour la pratique de la musique, pour tout en fait. Une fois que la route est menée, elle est valable pour tout. Et donc ça accompagne une réduction de l'inhibition qu'exerce normalement une main sur l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais si vous écrivez avec votre main droite, si vous êtes droitier, la main gauche va avoir du mal de faire autre chose. Ça va être compliqué. Il faut faire le test, ou vice-versa. Alors que chez le musicien, ça va vous demander un certain entraînement. Chez le musicien, ça va être beaucoup moins problématique parce que la liaison va être faite et il va avoir travaillé cette indépendance-là. Ça, c'est à force de travail. Donc, les musiciens ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils ont plus de substance grise. Donc, la substance grise, elle reflète la quantité de neurones dans la région correspondant à l'air auditif primaire grâce à la sensibilité du développement avec le son de leur propre instrument. C'est-à-dire qu'un musicien va réagir tout de suite au timbre de son instrument. Donc le violoniste, dès qu'il va entendre du violon, ça va être quasi instantané. Parce qu'il y a un travail d'oreille qui a vraiment été fait. Donc il y a des modifications fonctionnelles structurales qui sont mises en évidence au bout, ça commence à se faire au bout d'un an de pratique musicale. Donc si vous avez des enfants, faites-les commencer avant 9 ans, les petits enfants, et il y aura des résultats au bout d'une année. C'était très court, finalement, pour qu'il y ait de vraies modifications. Alors, après j'ai tracé un peu l'avantage du musicien par rapport au non-musicien. Le musicien va apprendre une nouvelle langue étrangère plus facilement. L'enfant qui joue d'un instrument a une meilleure représentation de l'intonation de sa langue. C'est-à-dire que chaque langue a une intonation, donc il va tout de suite avoir un vocabulaire plus riche. Parce qu'il va tout de suite mémoriser avec les différentes intonations, ce qui va faire aussi qu'il va lire beaucoup mieux. Tout de suite, ça devrait être dit aux instituts. Oui, c'est ça, mais... Franchement, comment? Oui, mais bon, c'est pas généralisé aussi. La musicalité d'une langue. Comment? C'est pas systématique. C'est pas vu. Il y a beaucoup de parents si vous avez enseigné. Après, oui, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir, mais c'est vrai qu'au niveau de l'enseignement de la musique, je pense qu'au niveau de la maternelle, c'est beaucoup fait. Au niveau du primaire, c'est encore fait. Après c'est abandonné. Il faut être dans des classes spécialisées, Charles. Oui. Tout à fait. Mais bon, l'enseignement pourrait être fait quand même au collège. Mais c'est correct. Donc, le musicien, il a une perception de la parole dans le bruit qui est beaucoup plus développée. C'est-à-dire que dans une masse sonore, un musicien va être capable de beaucoup plus être attentif à une conversation qu'il aura avec un individu. Ça ne va pas lui demander beaucoup d'énergie. Parce qu'il a déjà travaillé vraiment toutes ces choses-là. Par contre, il y a des gens pour qui ça devient très pénible et très fatigant. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvés dans des endroits bruyants où vous essayez de tenir une conversation un peu cohérente avec quelqu'un sur un sujet bien particulier, ça peut devenir très très vite fatigant. Donc ça, le musicien, il n'a pas ce problème-là parce qu'il a une aire de troca qui est bien développée, en plus avec la matière grise qui est bien développée aussi. Donc, et il y a un autre avantage, c'est que la substance grise diminue moins avec l'âge que chez le musicien. Alors, il faut savoir que la substance grise, en fait, c'est ce qui amène aux maladies dégénératrices. Dégénérative. Voilà. Donc, forcément, vu que le musicien part avec un potentiel dit supérieur au départ, il a moins de chance d'arriver avec moins à la fin. Donc, je vais
j'ai marqué quelques pages, alors je vais y faire ici. Donc, là je vais vous lire un petit texte de Daniel Scheu. Je vous donnerai les références de ce livre après, qui est vraiment très très intéressant. Donc voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que l'apprentissage de la musique n'apporte que des avantages. Et encore, ils n'ont pas évoqué la capacité de jouer d'un instrument. Ce faisant, nous avons passé sous silence les aspects socio-culturels liés à la pratique instrumentale. On joue avec d'autres, on joue pour soi, mais on joue aussi avec les autres. Par ailleurs, les pratiques musicales développent des capacités cognitives et perceptives non spécifiquement musicales. C'est ce que je vous disais pour les facilités d'apprentissage. Donc tous ces résultats devraient inciter le monde de l'éducation à s'accorder un rôle beaucoup plus important à l'enseignement de la musique. C'est ce que je disais à l'instant. La musique devrait cesser d'être une discipline négligée dans le cursus scolaire. Donc sans bouleverser les emplois du temps des élèves et à peu de frais, on pourrait favoriser cette action sociale et ludique qui, en même temps qu'elle crée des millions de nouvelles connexions dans le cerveau, renforce les liens entre les hommes. Donc voilà, ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages à être musicien, mais en fait, je dirais que l'apprentissage des enfants et des adultes, c'est quasiment néant. S'il n'y a pas quelqu'un qui aime la musique, il ne va pas l'enseigner. Non, mais il faudrait qu'il y ait des enseignants spécialisés qui viennent le faire. Ça serait mieux. Il faut les payer. C'est l'heure de la guerre. Ben, c'est l'heure de la guerre. Donc maintenant, je vais passer à un autre chapitre, la musique thérapeutique. Donc, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs maladies dans lesquelles la musique est vraiment utile. La première, j'ai découvert en faisant des recherches un peu, c'est on peut sortir du coma grâce à la musique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y a beaucoup de cas en Angleterre, notamment. Donc, en fait, ça stimule vraiment, vous savez, les émotions. Ça donne vraiment aux gens la force de trouver une raison de vivre, quoi. Et donc, les médecins conseillent de passer beaucoup de musique aux gens qui sont dans le coma, surtout des musiques qu'ils ont aimé écouter. Et après, ça les fait sortir du coma. Donc, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais pourquoi pas s'en servir. Après, il y a un deuxième accident de la vie, je dirais, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Donc là, la musique est aussi utilisée dans les accidents vasculaires cérébraux, notamment pour les gens qui souffrent de problèmes d'aphasie, de problèmes de parole. Donc ça touche 25 à 50% des gens qui font des AVC. Donc c'est quand même pas mal. Donc en fait, c'est une lésion cérébrale dans l'aire de Broca, l'aire de la parole, qui provoque cette aphasie. Donc il y a une perte de la parole, le vocabulaire est réduit. En fait, la seule thérapie qui fonctionne pour ça, c'est une thérapie musicale. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Ça s'appelle la thérapie mélodique et rythmée. Et en fait, cette thérapie, elle consiste à relier l'aire de Broca à l'aire de Wernicke. C'est-à-dire relier la parole, la diction, avec la compréhension. Et ce, à travers des mélodies et des rythmes. Je vais vous montrer un croquis là-dessus. Voilà. Donc là, en fait, on voit qu'il y a des connexions qui se font. Donc certaines zones aux connexions cérébrales sont modifiées par la thérapie mélodique et rythmée utilisée chez les personnes présentant une aphasie de Broca après un accident vasculaire cérébral. Ainsi, on observe une augmentation du volume de fibres du faisceau. Donc cette structure cérébrale connecte l'aire de Broca impliquée dans la production de la parole et l'aire de Wernicke qui intervient dans la compréhension. La méthode fait apparaître d'autres faisceaux de fibres, mais ils n'interviennent pas dans la réduction de ces patients. Donc ça, c'est une technique qui est employée relativement couramment, ce serait une des seules qui fonctionne. Donc ça, c'est une première... C'est vraiment des accidents de la vie. Après, au niveau je dirais de la vieillesse du cerveau, on a la maladie de Parkinson. Donc, les patients ont des grosses difficultés à se déplacer dans la maladie de Parkinson et à coordonner leurs mouvements. Parce qu'ils ont perdu des neurones dans la substance noire.
la substance noire, je crois qu'elle est par là. Là, voilà. Donc, c'est une maladie donc, dégénératrice qui touche les noyaux gris centraux. Donc, en fait, ça touche cette partie-là. Donc, la musique, là, elle intervient pour que les patients retrouvent la marche par une méthode d'indissage auditive. Alors, je vais vous montrer le processus. En fait, c'est une méthode rythmique, tout simplement. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va impliquer la marche. Voilà, c'est marqué par un métronome. Donc, ça consiste, je vais vous dire mais ça consiste à mettre une vitesse relativement lente aux besoins de la personne. Voilà. Et elle va être entraînée à marcher. Et petit à petit, on va lui mettre les vitesses de plus en plus rapides. C'est ce qu'ils appellent une méthode d'indissage auditive. Une méthode d'indissage. Oui. Donc voilà, quand je dis physiquement, quand on lui propose de marcher en rythme, on constate que ce stimuli l'aide à avancer. Et quand le rythme imposé est plus rapide que son rythme maximal, sa marche se fait plus naturellement et accélère. Alors, je crois qu'ils n'ont pas vraiment d'explication scientifique pure et dure pour ça. Mais ça fonctionne. Ça stimule la dopamine. Ouais, peut-être. La dopamine, c'est la maladie de Parkinson, c'est pareil. Mais là, c'est plutôt au niveau moteur. Là. Oui, justement, ça stimule les neurones moteurs. D'accord. Vous en savez plus que moi. Et après, on a une autre maladie, c'est Alzheimer. Donc là, il y a peu d'études qui sont menées sur comment soigner Alzheimer par la musique, mais en gros, on a fait des constatations en faisant des sondages auprès des familles surtout. On sait que l'écoute et la pratique de la musique présentent un réel potentiel thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle préserve du déclin cognitif, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Elle améliore la qualité de vie des personnes âgées, en partie leur fonctionnement cognitif déficient. C'est-à-dire qu'une personne atteinte d'Alzheimer va quand même pas mal chanter, elle va même pouvoir jouer d'un instrument si elle était musicienne sans se souvenir d'autres choses. Mais là, les recherches scientifiques sont vraiment pas, pour l'instant, sont au point quasiment. Et alors, on a la musique apaisante. Voilà, alors là, je ne sais pas si je peux grossir ça. C'est pourquoi la musique apaise. Un schéma. Donc en fait, là, c'est le schéma d'une personne stressée. C'est une dame stressée. Donc l'amygdale est activée ici. Donc elle stimule l'hypothalamus, dans lequel l'hypophyse sécrète en hormone HTCH véhiculée jusqu'aux glandes surrénales. Donc il y a une information qui part au surrénal. Il y a libération de glucose par le foie, glucose consommé par les muscles, parce que c'est le danger, le stress, c'est le danger. Combattre, donc on libère du sucre. Et après, lorsque le cortisol atteint le cerveau, l'individu est sur le qui-vive. Le stress passé, une musique apaisante active le cortex auditif, donc là vous avez le petit dessin, qui réduit l'activité de l'amygdale et ensuite toute la chaîne de réaction navale va défaire. En fait, le cortisol n'est plus, le signal ne passe plus et le cortisol est arrêté. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une information qui va passer au surrénal, cortisol alerte. Donc là, on est en suractivité. Je pense que tout le monde est stressé et on n'arrive pas à s'arrêter. Et le fait d'écouter une musique apaisante va justement couper ce système. Alors pour couper ce système, on dit qu'il faut écouter une musique qui fait à peu près 70 battements par minute. Donc les sonates de Mozart marchent bien, tout le classique fonctionne, toutes les sonates fonctionnent très bien, etc. Regardez à peu près ces mouvements-là. Donc là, évidemment, parce que notre rythme cardiaque se met par rapport au rythme de la musique, donc il faut avoir relativement des rythmes de musique lents collés au rythme cardiaque. Comme on a l'effet inverse, si vous allez dans les fêtes de jeunes, fêtes parties et etc., autres réjouissances dans ce genre-là, ils ne sont pas 70 battements par minute. Hein. C'est plutôt du 130, 140, 150, et là, du coup, le rythme cardiaque se met aussi là-dedans, et voilà, et
c'est pas bon. Hein. Non, Dans l'autre sens, c'est pas bon. Donc la musique n'est pas toujours inoffensive. La musique n'est pas toujours inoffensive, non, non, non. Si, je dirais que si on prend la musique classique et jusqu'à il n'y a rien à 1950, je dirais quand même, avant de rentrer dans la période contemporaine, la musique n'est pas dangereuse. Mais si après on... Il arrive un moment donné où c'est plus de la musique, c'est du bruit. Tout dépend quelle description de la musique on prend. Si on prend la description de la musique de... Parce que la description de la musique, Moi, j'ai c'est... des musiciens chez nous, je sais ce que c'est la musique, mais alors, après, c'est la danse, le machin, c'est le fourbi, c'est du bruit, c'est plus de la musique, c'est plus mélodique, il n'y a rien. Pour moi, ce qui peut-être fait la différence entre le bruit et la musique, c'est comment l'harmonie entre les silences et les sons. Voilà. Et c'est vrai que dans le cas des rêves parties, il n'y a plus de silence, donc c'est un bruit constant. Oui, c'est un gros bruit. Oui, oui, c'est vrai. C'est fait en fait sur quelque chose, sur des séquences qui sont très courtes, très répétitives. Donc en fait, c'est quelque chose qui tourne en boucle. Donc les gens tournent à vite, quoi. Ils tournent en boucle aussi. Et donc il n'y a pas de conducteur harmonique, il n'y a pas de verticalité non plus dans la musique, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de structure en fait. Donc c'est ça, c'est juste un débit constant de rythme cardiaque, je dirais, ni plus ni moins, accéléré, c'est tout. Et après, oui. Comment j'ai juste une question pour relier psychanalyse et musique, de savoir si dans vos élèves vous remarquez que ça soulève la question du désir. Est-ce que la musique stimule l'enthousiasme, l'envie, le désir? Ouais, oui. Bah oui. En tout cas parce que je vais venir après, mais la musique stimule le désir. En fait, c'est un élève qui arrive. Quand il arrive pour apprendre de la musique, c'est qu'il a déjà envie de venir. J'ai rarement vu un élève venir non, je ne peux pas y aller. En général, vous mettez des instruments de musique à des enfants, ils veulent essayer, ils veulent voir, ils veulent toucher, ils souffler, taper dessus, enfin bref, selon les instruments, ils veulent essayer. La batterie. Et donc après, ces enfants vont apprendre à jouer sur certaines difficultés et on va les mettre en situation de concert, très très rapide. Au bout de 2 mois d'instrument. Ils sont contents. Au début, ça va être devant les parents, ça va être devant leur salle de cours, ça va être dans un environnement, Devant le maire. connu. Donc, ils vont avoir le désir de recommencer. Donc, on va pouvoir leur demander d'aller un petit peu plus loin, avoir un petit peu plus d'exigence. Et comme ça, au fur et à mesure, on va augmenter les espaces, on va augmenter le public, on va augmenter les difficultés. Et en fait, le boulot des pédagogues, c'est de ne pas rompre la chaîne. C'est toujours de situer dans cette zone où l'enfant a besoin d'apprendre, parce que faire la même chose, ça va dans tout. Mais il faut que la difficulté soit toujours un tout petit peu supérieure à ce qu'ils connaissent pour que justement le désir reste là. Et une fois que c'est activé, que c'est sûr, on passe à l'étape suivante, etc. Et je dirais que le désir n'y est plus quand l'enfant a trop de contraintes par rapport à son plaisir. Ça peut arriver en musique. Ça peut arriver. Mais c'est à l'enseignant de résoudre ce problème-là. Donc voilà, ça arrive, après c'est un problème de dialogue avec les enfants. Mais je vais en parler un petit peu. Mais avec les parents des enfants. Mais avec les enfants des gens. Après, il faut voir, parce que les désirs des parents et les désirs des enfants sont deux choses différentes. Donc voilà, après il faut réussir à mettre tout le monde d'accord avec les possibilités de chacun. Mais ça se fait, hein, ça se fait très bien. Il n'y a pas de souci. Donc je vais continuer avec justement la musique et la réussite scolaire. Donc là, on va plus rentrer dans l'éducation. Donc je vais déjà commencer par vous lire les instructions officielles de ce que dit l'éducation nationale en fait, sur l'enseignement musical. Bon, je vais vous faire le récapitulatif de toutes les étapes qui ont été faites. Donc, les apprentissages concernant la musique ont beaucoup évolué depuis la loi de Jules Ferry de mars 1880. Donc au départ, il s'agissait alors de considérations d'ordre politique ou social. Les programmes incluaient des leçons de chant d'1 heure ou 2 heures par semaine.
Donc les contenus de ces leçons étaient très ambitieux. Donc il s'agissait en fait de faire du solfège pur, c'est-à-dire de l'étude systématique de la musique en termes de signes musicaux et rythmiques auxquels s'ajoutaient des véritables exercices de chant. C'est vraiment du solfège. C'est pas rigolo ça. Bon rire, vous verrez. Donc voilà, c'était vraiment l'enseignement pur. Après, en 1923, il y a les instructions officielles qui orientent l'instruction musicale vers la culture. Donc là, on a déjà une petite déviation, même de l'oreille et de la voix. Donc c'est à cette époque que sont introduites les conduites perceptives d'identification, de mémorisation et de discrimination. Donc là, on va travailler et mémoriser. Donc la perception et la reproduction du vocal doivent être liées. Déjà, un travail est fait pour rechercher la relation entre les phénomènes d'écoute, de reproduction et de reconnaissance des sons. Ça, c'est en 1922. Troisième étape. En 1960, c'est là que s'opère un réel changement. On commence là à parler d'éducation musicale. C'est-à-dire qu'on passe d'un enseignement à une éducation. Ce qui n'est pas la même chose, on pourra définir les mots après si vous voulez. Donc le terme d'éducation permet d'introduire l'idée d'un travail pour aider l'enfant à évoluer. Donc tout est fait, en fait, centré sur l'enfant. Donc la musique et l'éducation musicale aident au développement de l'enfant. C'est le début de toutes les méthodes actives, hein, comme Orff, Willem, Barthelot, etc. Donc ces derniers s'inspirent des principes élaborés par les grands pédagogues du début du siècle, comme Montessori et Dalcroze. Donc le grand principe en fait, de ces méthodes actives consiste à partir d'une pratique musicale vivante et globale de suivre une progression pédagogique adaptée au développement physiologique et moteur de l'enfant. C'est vraiment là, on se calque sur le développement de l'enfant. Alors vraiment, c'est pas du tout ça. Donc la démarche, il s'agit en partant d'un jeu musical de développer les composantes corporelles, affectives, sensorielles, intellectuelles, sociales de l'enfant pour en arriver à la prise de conscience des éléments rythmiques, mélodique et harmonique de la musique. On tente de développer chez l'enfant l'audition intérieure et le chant intérieur. Quelque chose qui est extrêmement difficile. Je ne sais pas combien d'heures vous avez pour faire ça, mais très difficile. Donc, réforme 1977. Donc, un arrêté ministériel explique que la pédagogie de l'éveil vise à favoriser le développement de l'enfant dans toutes ses composantes et à l'aider à se situer dans son environnement naturel ou culturel proche et lointain. Donc elle n'est pas une fin en soi, mais un moyen de permettre à l'enfant d'accéder à la connaissance, à l'expression, à la créativité, à l'autonomie. Là, on ne prend plus la musique pour éduquer au niveau musical, mais on va se servir en fait de la musique comme vecteur d'éducation. Donc c'est encore une autre étape. Donc c'est, je ne sais pas si... non, j'en ai pas là, c'est dommage. C'est dans ce cas que s'exerce l'écoute des fameux paysages sonores, inspirés par le compositeur canadien Schaeffer. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors les paysages sonores, vous pouvez prendre tout et n'importe quoi. Genre ça. Voilà. Je vous en ferai pas plus. Ça, c'est un paysage sonore. Donc on donne des instructions comme ça aux enfants pour arriver là. Donc, les enseignants y ont vu un intérêt pédagogique pour sensibiliser l'enfant au milieu dans lequel il vit. Alors, forcément, ils prenaient tout ce qu'ils avaient autour de la main pour faire de la musique. Cela permet aussi aux enfants de s'orienter vers une écoute active des sons qui les entourent, puis ensuite enrichir des activités de production sonore. Donc là, on les faisait jouer de la musique. Je vais très désolée. Je vais réformer. Les instructions officielles de 1995. Et après encore plus récemment, en 2002, confirme tous ces changements. Au travers d'activités diverses et vocales, les continues, l'échange, le vocal, les inventions de mélodies courtes, l'écoute, l'imagination et le plaisir, et les productions instrumentales, donc découverte et culture à se construire. Il s'agit de développer les activités corporelles et langagières, l'expression, la communication, la discrimination cognitive, le plaisir d'imaginer et de créer et de se confronter à différents univers musicaux. Donc là, ça devient déjà compliqué. En effet, la voix et l'écoute participent à la fois à des activités corporelles et du langage. Nous sommes bien d'accord. De plus, les activités d'éducation musicale visent à constituer la voix et l'écoute comme instrument de l'intelligence sensible. Il est préconisé de faire alterner l'écoute, les productions imitatives, les reprises, les transformations et les inventions, en vue de reconnaître les capacités de l'enfant face au monde sonore, de les préserver et de les enrichir.
et dans le même temps de nourrir et faire vivre son imaginaire musical personnel comme source de plaisir. Il s'agit pour l'enfant, grâce au chant notamment, d'éprouver son sentiment d'appartenance à un groupe. Alors, malheureusement, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc l'enseignement de la musique au sens strict du terme a été abandonné au sein de l'éducation nationale au profit d'un enseignement plus tourné vers les besoins de l'enfant qui se transforme en grandissant. Donc c'est ce qui distingue la formation musicale dispensée dans les écoles de musique et les conservatoires d'éducation musicale. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'un enseignement de la musique et on a glissé vers l'éducation musicale petit à petit. Pour après, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui reste, pour que en fait, l'enseignement musical soit fait dans les conservatoires, dans les écoles de musique, etc. C'est-à-dire qu'au départ, tout ça n'existait pas. Il faut savoir que le conservatoire de Paris, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le conservatoire supérieur de Paris, a été créé en 1920. Donc le premier conservatoire a été créé à ce moment-là. Donc c'est-à-dire au glissement. C'est-à-dire que ça veut dire que entre 1882 et 1920, tous les enfants avaient accès à l'enseignement de la musique. Après, les enfants ont eu accès à l'éducation de la musique. Et aujourd'hui, ils ont accès à grand-chose. C'est plus difficile aujourd'hui. Ça concerne une tranche de la population qui est très faible. Oui, parce que pour entrer dans une école, par exemple, j'ai l'exemple, moi, je sais de quoi je parle, j'ai des petits-enfants qui sont allés dans une école où on fait de la musique. Mais pour y entrer, il faut déjà, quand vous êtes au CP, c'est difficile parce qu'il faut déjà avoir fait de la musique. Et après, il y a des examens pour continuer dans cette école. C'est pas facile. Alors, s'inscrire dans une école de musique, c'est pas vrai, c'est pas une école de musique, hein, c'est une école où ils ont tout, mais la musique tient quand même un drôle de rôle. D'accord, donc c'est une école C'est un charme, spécialisée. ça s'appelle. Ah oui, d'accord, ok. Donc dans les charmes. Oui. Donc là, c'est encore différent. C'est des classes à horaire aménagé musical. Oui. Voilà, je traduis. Donc c'est effectivement dans quelques villes où là, les enfants sont triés sur le volet. Oui. En gros. En gros. Et donc on leur demande un niveau scolaire relativement élevé pour avoir un enseignement de la musique en parallèle relativement élevé aussi. Et on peut faire ça jusqu'en 3e. Jusqu'au bac, même si on veut. Ben, oui, ça dépend. Ça dépend où. Après, s'il y en a un par région. Oui. Donc on peut faire ça effectivement jusqu'en 3e ou jusqu'au bac. Mais le problème étant, c'est que les programmes scolaires n'étant pas adaptés au programme de la musique, en fait, il y a deux parcours qui avancent ensemble, deux de gamins ou deux de diplômes. Mais il y a une autre, par contre, ce qu'on appelle, il y a des horaires traditionnels, où là, n'importe quel enfant peut aller s'inscrire dans une école de musique, un conservatoire, suivre des cours nationaux. Donc là, c'est plus du tout le même, le même cursus. Donc ça, par contre, c'est relativement ouvert. Donc, je reviens à ma musique, ma réussite scolaire. Donc, est-ce que la musique rend intelligent? C'est une question que les chercheurs se sont posées, que tout le monde aimerait bien. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que la musique, elle améliore les capacités cognitives. D'ailleurs, si on regarde depuis l'Antiquité au Moyen-Âge, l'enseignement de la musique avait la même place que l'enseignement des mathématiques, du français, etc. C'était une matière à part entière. Petit à petit, on a glissé dans autre chose. Donc, intuitivement, elle avait déjà une importance. Après, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet Mozart. Non? Ça vous dirait? Il y a eu un engouement, il y a quelques années, sur le fait que écouter 10 minutes d'une sonate de Mozart rendait intelligent. Alors ça, c'est vrai. En fait, c'est les résultats d'une étude qui ont été largement extrapolés. Simplement pour dire que, effectivement, je vais vous en passer un extrait de la sonate en question. Elle apaisait, elle concentrait, comme tout type de musique le ferait, dans ce registre-là.
70 battements par minute, etc. Toutes les conditions. Alors effectivement, les enfants étaient calmes. En fait, ils faisaient passer ça au bébé. Alors, vous mettez ça à un bébé, il y a de fortes chances pour qu'il s'arrête de pleurer, pour qu'il commence à ouvrir un peu les yeux, les oreilles, pour entendre ce qui se passe, le calme. Ça marche à tous les coups. Par contre, rendre intelligent, j'ai des doutes. Je vais quand même vous faire écouter un peu pour savoir de quoi on parle. Alors, je vais la retrouver. Mozart. Je l'avais tout à l'heure. Hein. N'hésitez pas, si vous le voyez passer. Mozart. Le voilà. Moi, j'ai pas de son. Il faut augmenter le son de l'autre son, voilà. Super bien. Vous calmez un bébé, ça marche. Il n'y a pas de problème. Par contre, pour rendre intelligent, Ça me fait être plus difficile. Est-ce qu'on pourra avoir les références quand on sort du travail pour se détendre? ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais... Par contre, vous sortez du travail, vous venez d'avoir une journée très stressante, vous mettez sur votre canapé, vous mettez cette sonate-là, Vous endormez? au bout de 10 minutes, c'est très apaisant. Je vous en repasserai peut-être un petit peu tout à l'heure, si jamais on finit. Hop! Ah, c'était bon, hein? Donc l'écoute musicale améliore les capacités spatio-temporelles. Donc ils se sont amusés à faire une expérience, pour voir si c'était vrai, avec des rats. Oui, avec des rats. Donc ils ont mis des petits rats dans des labyrinthes. Et ils voulaient savoir donc, si les rats, après l'écoute de musique, retrouvaient plus facilement le chemin pour arriver, vous savez, à la nourriture qui leur avait mise. Ils ont fait le test avec 2 sortes de musique. Donc ils ont fait le test avec Mozart, justement. Ils ont fait le test avec un musicien, enfin un compositeur qui s'appelle Philippe Glass. Je vais vous le faire écouter, ça vous plaît. Et après, je pense que vous allez deviner tout de suite le résultat de l'écoute. If you see any of those baggy pants, it was huge, with a sailboat, and it is like that. Could get Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Yes. Mr. Bojangles. It could get. I reach you. Well, for it. His workers. It's like that. It could be. Work. It could be a balloon. It could. Frankie. It could be. Frankie. Mr. Bojangles. It could be very and clean. And clean. If you see any of those baggy pants, it could be a balloon. Chuck the hills, it was huge. All these are the days, my friends, and these are the days. Écoutez. The hands of the color, my friends, and it could get. Bon, C'est pour le moins étrange. c'est encore pas terrible, hein? Je n'ai pu trouver pire. Donc, résultat. Vous n'avez pas une petite idée du résultat? Non? Eh ben, les rats, ils préfèrent Mozart. Voilà. Ils retrouvent la nourriture plus vite quand ils ont eu Mozart. Après, on ne peut pas dire que ça les rend plus intelligents. Hein. C'est au niveau de la spatialisation que ça se passe. Voilà.
est-ce que, juste une question, la structure de la musique intervient comme un perturbateur sur le cerveau des rats? Parce que là, c'est très déstructuré, il n'y a pas d'harmonie entre les sons. C'est pour ça qu'ils perdent, ils ne savent pas où aller. C'est-à-dire que en fait, les rats, ils suivent la musique. Ils partent dans tous les sens. Voilà. D'accord. Ils partent dans tous les sens et donc ils n'arrivent jamais à retrouver cette cette musique fait dans une classe, vous êtes sûr que vous êtes bazar. Là, vous pouvez essayer, oui. Ah oui, si. On la retrouve partout, oui. Non, mais Là, il n'y a pas de problème. alors que si vous mettez une autre musique, ben, on arrive à avoir du calme. Au lieu de brailler, là, on met une musique, on arrive à avoir du calme. Tout à fait. Il faut éviter Philippe Glass. Voilà. Médical. On risque pas d'avoir de problème s'il porte plainte, non? J'ai pas dit que j'aimais pas sa musique, j'ai dit qu'il fallait éviter si on voulait avoir du calme. C'est probablement d'accord avec moi. Ah oui. Donc, après, donc la pratique intensive de la musique. Donc on va développer, comme on a vu tout à l'heure, les aires cérébrales, temporales qui entraînent donc une mémoire verbale plus importante. Là je parle vraiment d'un réussite scolaire. On va avoir des compétences perceptives et émotionnelles plus élevées que chez l'enfant qui ne fait pas du tout de musique. Et chez l'enfant, on va avoir des meilleures performances motrices, linguistiques, mathématiques et de raisonnement. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de la réussite scolaire, c'est indéniable que ça marche. On dit que les musiciens sont bons en maths. Oui. Attention, mais Les musiciens sont bons en maths parce que, en fait, je dirais qu'il faudrait faire des maths par rapport à la musique. Parce que la musique, en fait, c'est des mathématiques. C'est tout des rapports de fractions, etc. Et il faut être capable de changer, quand on joue une pièce de musique, alors si on joue du Mozart, ça va être la même chose d'un bout à l'autre, mais par contre, si on commence à jouer des choses un peu plus ardues au niveau contemporain, on va changer en fait, de rythmique tout au long du morceau. Donc il faut être capable mathématiquement de faire des corrélations très très rapides. Donc c'est pour ça qu'on dit que le musicien en fait, est bon en maths. j'ai vu quand même ça. Ah oui, non, mais vous avez raison. C'est vrai. Donc après, j'ai donc étudié l'incidence de l'éveil musical sur le développement du jeune enfant. Donc là, je parle d'éveil. D'accord. Donc quand on parle d'éveil, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'enseigner quelque chose. On arrive vers des enfants entre 4 et 6 ans. On leur ramène un panel d'objets sonores, de musique, de comptines. Et on leur fait faire diverses choses avec eux. On les fait bouger sur la musique et tout. Ça va aussi un petit peu faire un petit peu de danse, un petit peu. Voilà. C'est vraiment ludique. Donc, ça va développer l'habileté musicale déjà. On leur fait faire ça entre 4 et 6 ans. C'est-à-dire qu'un enfant qui a fait de l'éveil musical entre 4 et 6 ans va déjà être beaucoup plus apte à pratiquer un instrument après. Donc, évidemment, on va lui faire faire de la reconnaissance, de la comparaison, de la discrimination, de la production, ce qui a été dit en fait dans les textes officiels. Donc, on va lui faire faire aussi entre 4 et 6 ans. Donc après, ça va apporter, sur le plan du langage, une conscience phonologique. Et ça va y apporter une reconnaissance des mots, par rapport aux hauteurs, par rapport... Il va pouvoir découper en fait, la hauteur des mots, la mélodie des mots. Donc ça va l'aider dans la lecture, dans l'écriture, etc. Après, dans le domaine des mathématiques, ce que je vous disais tout à l'heure, surtout c'est une maîtrise des fractions. Donc l'étude de l'organisation du rythme, des différentes maîtrises, la compréhension binaire, ternaire, etc. Toute la découpe rythmique, là c'est formidable pour les mathématiques. Je dirais qu'on devrait apprendre les fractions par rapport à ça. Et ça va aussi, comme on avait avec le petit rat, l'habileté spatiale. Donc là, par contre, c'est formidable pour la géométrie. Essayer de faire imaginer une figure géométrique à un gamin de 6 ans, c'est relativement compliqué. Donc la musique aide à faire ça. L'écoute et la pratique. J'insiste. Il n'y a pas que l'écoute. Ça serait bien, mais ça ne suffit pas. Donc après, si je passe à l'incidence de l'apprentissage instrumental, on n'est plus chez les tout petits, on passe à partir, on commence l'instrument un petit peu vers 6 ans, mais ça se fait surtout, vraiment le travail va commencer à se faire à 7 ans. Là, ils sont vraiment aptes à mener un travail.
Donc, il y a une élévation du QI pour les enfants qui pratiquent un instrument. Ils ont des capacités cognitives supérieures à ceux qui ne jouent pas d'un instrument. Donc, il y a une expérience qui a été faite sur 38 semaines. Donc, ils ont fait différents groupes. Ils ont fait un groupe de contrôle. Donc, ils ont pris des enfants déjà de QI équivalent, pour pas qu'il y ait de problème au départ. Donc, le groupe de contrôle, lui, il allait à l'école, comme d'habitude, il se passait rien. Ils ont fait un groupe où les enfants apprenaient le chant. Donc, vraiment pratique vocale, pas juste chanter comme ça, parce qu'il y a vraiment une technique vocale, le chant est un instrument. Ils ont fait un groupe où ils formaient des pianistes. Et ils ont fait un autre groupe de théâtre. Donc, ils ont comparé différents cultures. Donc, ils ont mené cette expérience sur 38 semaines à raison de 2 heures par semaine d'enseignement. Donc, il s'est passé que les enfants qui avaient l'enseignement du piano et du chant prenaient 3 points de QI. Les enfants du théâtre restaient identiques. Évidemment, le contrôle restait identique aussi. Il n'a pas chuté. Donc on voit en fait que vraiment l'apprentissage de l'instrument est très favorable au développement du QI. Ce que ne fait pas le théâtre. Par contre, l'avantage du théâtre, c'est qu'il est beaucoup plus socialisant que la musique dès le départ. Après, la musique va l'être parce qu'il y a un travail en groupe, il y a la place au sein du groupe, etc. Mais le théâtre, c'est tout de suite, il faut pouvoir jouer tout de suite ensemble. Donc, on voit aussi que les enfants en échec scolaire progressent davantage grâce à un entraînement musical qu'avec l'usage d'un ordinateur. Mais ça, je pense que tout le monde le savent. Vous pouvez faire des quantités de problèmes, de résolution de problèmes, de devoirs sur informatique à un enfant. C'est relativement public, mais à la limite, il vaut mieux ne pas faire ça et mieux le faire jouer un instrument de musique. Ça sera beaucoup plus rentable, entre guillemets. Donc, les effets de la pratique sur la capacité cognitive, donc la coordination d'activités mentales, motrices, visuelles et mémorielles. Donc, c'est sûr que quand on joue d'un instrument, eh ben, il faut lire la partition, il faut savoir ce qu'on fait, il faut mémoriser, etc. Donc, ça fait fonctionner un tas de fonctions en même temps. Et ça, il n'y a pas beaucoup de pratiques qui font fonctionner la tête et les bras de cette façon-là, simultanément. Et en plus, ça développe l'intelligence émotionnelle, avec une meilleure performance au test d'empathie. C'est-à-dire que les enfants, après, vont être plus à même de gérer leurs émotions. Parce qu'ils vont apprendre à les faire passer. Ils sont moins timides. Quand on est en position de musicien artiste, en fait, le plus grand défi, c'est de faire passer l'émotion à la musique. Et ça, on va l'apprendre aux enfants. Donc le petit jeu consiste à prendre une petite pièce très simple qu'ils connaissent bien, à leur faire jouer la colère, à leur faire jouer triste, à leur faire... au début, c'est pas forcément évident, et petit à petit, ça vient. Donc, ce qui, eux, aussi leur permet de contrôler vraiment leurs émotions. Donc, on peut dire que la musique a des effets positifs sur les capacités cognitives et une importance biologique et sociale de premier plan. Donc, je vais vous lire un petit texte pour finir. Un article du Figaro qui date du 23 juin 2014, qui s'intitule « La musique affûte le cerveau des enfants ». Donc ceux qui jouent régulièrement d'un instrument développent davantage leurs habiletés mentales. Beaucoup de parents sont convaincus qu'une éducation musicale ne peut faire que du bien à leurs enfants. Ils ont raison. Une équipe de chercheurs en neurosciences de l'université de Harvard vient peut-être d'en découvrir la raison. La pratique régulière d'un instrument dès le plus jeune âge favoriserait le fonctionnement exécutif du cerveau, celle qui permet de s'adapter à de nouvelles situations et complexes. Contrairement aux activités routinières, celle-ci impose de faire des choix entre plusieurs actions possibles. Le rôle des fonctions exécutives est alors crucial. Donc il s'agit par exemple de choisir entre attendre un coup de fil qui tarde ou prendre sa douche pour être prêt à temps. Ces enfants-là sont beaucoup plus forts en planification. Ou encore de s'empêcher de faire une action automatique, en restant focalisé sur un objectif inhabituel.
peut-être on peut leur demander de faire des trucs un peu inhabituels, ils ne vont pas retomber dans leurs habitudes. Réussir à s'en défaire relativement. Donc dans ce sens-là, ça veut dire que c'est très bon pour lier les pulsions. Complètement. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a des tendances au passage à l'acte, que ce soit par la violence ou tout type de pulsion, ça lui permet de mieux gérer ce passage à l'acte. Après, je ne suis pas allée voir dans ce sens-là, mais je pense qu'effectivement, il ne doit pas y avoir beaucoup de musiciens agressifs ou... pervers, violeurs, agressifs ou suicidaires. Ou ça peut être, oui, toutes sortes de pulsions. Je n'ai jamais dit ce genre de choses. Donc par exemple, éviter de prendre, pour la focalisation sur les objets inhabituels, éviter de prendre machinalement son trajet de travail. Vous savez, des fois ça nous arrive, quand on ne fait pas attention, on fait toujours le même trajet, puis un jour on va faire un autre trajet, puis pouf, on s'en va. Le musicien va avoir tendance à moins faire ça. Donc le résoluteur de conflits, selon le jargon des psychologues, qui est notre système exécutif ayant naturellement tendance à opter pour le comportement habituel. Toujours tendance à retomber dans le travail. Les travaux ont déjà mis en évidence de meilleures performances cognitives chez les musiciens, enfants ou adultes. Mais jusqu'alors, il était difficile de savoir si cela provenait de la pratique en soi ou d'un biais de sélection, les musiciens venant souvent d'un milieu socio-économique plus favorisé. Donc l'intérêt de cette étude est d'avoir soigneusement comparé une quinzaine d'enfants musiciens, filles et garçons, avec une douzaine d'enfants non musiciens, mais de QI et de niveau socio-économique équivalents. Il était important de tenir compte du QI car, précisent les auteurs, des études antérieures ont montré un lien entre le QI et les fonctions exécutives. Donc là, ils ont vraiment pris les enfants tous pareil. Or, les tests psychomotriques auxquels ont été soumis les enfants ont montré que l'avantage conféré par l'activité musicale persiste même après ces ajustements. De plus, les chercheurs ont effectué des examens d'imagerie cérébrale sophistiqués, les IRM fonctionnels, parce que vous en avez déjà entendu parler, ça permet de voir le cerveau en fonctionnement en direct, qui confirme un surcroît d'activité dans les zones du cortex préfrontal du cerveau impliquées dans les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives se décomposent en de multiples habiletés mentales, telles que la planification et l'inhibition déjà évoquées, mais dans les travaux de Boston, 2 seulement semblent bénéficier de l'exercice musical. C'est-à-dire qu'avant, ils savaient que ça avait une influence, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est est-ce que ça venait vraiment juste de la pratique musicale. Donc, maintenant, ils en sont convaincus. D'abord, la flexibilité mentale, cette capacité à passer d'un comportement à un autre en fonction des exigences. Par exemple, alterner des additions et des soustractions dans un exercice de calcul. Ça va les aider à ce niveau-là. Ensuite, le rafraîchissement de la mémoire de travail, c'est-à-dire pas toujours tourner sur les mêmes choses. Une mise à jour mentale des informations dont l'archétype pourrait être, au restaurant, la prise d'une commande par un serveur qui doit actualiser le changement des uns et des autres. Je n'ai jamais fait le sondage de savoir si les serveurs de restaurant étaient musiciens, mais c'est vrai qu'ils ont un talent quand même à prendre des commandes et à vider leur mémoire relativement rapidement. Ces résultats sont importants car, outre leur importance pour la planification et la sélection des actions de la vie quotidienne, les performances exécutives semblent aussi prédictives de la réussite scolaire. Dans une étude conjointe de l'université d'Abington et du Nevada, publiée en 2008, les enfants qui avaient les fonctions exécutives les plus développées à l'âge de 4 ans et demi étaient aussi ceux qui obtenaient les meilleurs résultats scolaires 3 ans plus tard. Donc pour les chercheurs de Boston, il serait dangereux d'évincer l'enseignement musical des programmes scolaires américains, dans la mesure où le bénéfice s'étend bien au-delà de la seule pratique artistique. Signalons que dans leurs études, les enfants avaient en moyenne 50 pratiques à leur actif à raison de 3h30 par semaine et avaient débuté la musique à l'âge de 6 ans. C'est pas insurmontable. C'est valable aussi pour la franche. La nécessité de la pratique. Donc, si on prend la pratique instrumentale pure, je vais terminer avec ça. Donc en fait, ça donne quoi? Ça donne une coordination des membres. Ça, c'est indéniable. Une méthodologie de travail. La musique demande beaucoup de méthodologie quand il faut le travail. Donc c'est une méthodologie en fait qui peut être transférée sur tout un tas d'apprentissage, sachant que le cours instrumental se passe en face-à-face pédagogique.
l'enfant n'a jamais ça pour sa scolarité. Jamais il ne se retrouve en face à face avec un enseignant. C'est-à-dire que là, on va le voir selon son niveau, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure par semaine. Il va avoir le même professeur pendant une dizaine d'années. Donc, le professeur va le connaître parfaitement ses difficultés et pouvoir vraiment se pencher sur son cas spécifique. Et ça, pour un enfant, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et on lui donne une méthodologie de travail qui, après, une méthodologie, ça se transfère partout. Donc ça lui donne aussi une persévérance dans le travail quotidien, parce qu'on est là pour alimenter le fait qu'ils doivent travailler avec des carottes au bout. Le développement de l'écoute au sein d'un groupe, donc c'est valable au niveau dans une classe, hein, savoir écouter l'autre, etc., pas tous parler en même temps, voilà. Et la sociabilisation, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il arrive en fin de cursus, surtout en Haute-Saône, il a 18 ans, il a son bac en poche, et ben il part. Parce que malheureusement, il fac en Haute-Saône, il ne va pas beaucoup. Donc il va arriver dans une ville inconnue, avec son petit bagage musical. Il ne va pas forcément faire des études musicales, il va peut-être aller dans une fac ou autre. Donc il va arriver dans cette fac, il va y connaître personne. Moi, ce que je leur conseille à mes étudiants, arriver dans une ville, il y a toujours un orchestre d'harmonie, un orchestre symphonique, de pratique collective amateur. Tu vas là-bas, tu vas connaître plein de gens, de milieux socioculturels complètement différents. Vous allez faire de la musique ensemble, donc vous allez tous en niveau. Et ça va leur donner des ouvertures. C'est-à-dire que le petit jeune qui va arriver, quand il va falloir qu'il décroche un stage ou quelque chose, il va avoir 60 musiciens qui ont tous un métier différent autour de lui. Donc il va se créer un réseau qui est phénoménal. Et ce, à chaque fois qu'il va se déplacer de ville en ville. Donc ça, c'est quand même un vecteur, je pense, qui est vachement important pour les aider dans leurs études, et après même pour les aider à trouver un job, etc. C'est valable d'ailleurs pour les adultes, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, on change de métier quand même relativement souvent, ou les mutations, etc. Et bien, le musicien amateur, il va à l'harmonie de la ville ou à l'orchestre symphonique. Il y en a, je ne mettrai pas ma main au feu, mais il y en a dans toutes les villes. Même à Luxeuil, ils sont en train de recréer. Donc là, c'est un moyen de sensibilisation énorme. Donc la musique est fédératrice. Ça leur permet une notion qui est importante, c'est gérer un stress. Donc nous, on leur apprend à gérer le stress. À leur petit niveau, quand ils sont petits, en face de leurs parents, en face de leurs copains, petit, ça monte. Mais vous savez, au bout d'une dizaine d'années, ils sont capables de jouer sur une scène de théâtre, etc. Alors quand il faut qu'ils aillent passer le bac ou le brevet, ça va très bien. Voilà, ils n'ont déjà plus du tout le problème de gérer leur stress. Parce que la plupart des enfants, quand ils arrivent à 15 ans devant le brevet, c'est leur premier examen. Et ils n'ont jamais été confrontés à un examen. Et face à un jury, pour certains d'entre eux, c'est la catastrophe parce qu'ils sont incapables de gérer leurs émotions, de gérer leur stress. Donc là, la musique, pour ça, il n'y a pas mieux. Le théâtre aussi marche. Et puis, le dernier point, c'est la concentration. Pour être musicien, il faut avoir une concentration phénoménale. On ne peut pas se produire sur scène sans être concentré, on ne peut pas partir comme ça. Non. Il y a tellement de variantes à prendre en compte avant de commencer à jouer un morceau de musique qu'il faut une concentration totale. Donc, c'est des enfants qui sachent vraiment se concentrer. Donc, la conclusion que je pourrais vous faire, c'est que la musique, elle est bénéfique à tout âge. Elle permet de traverser, je pense, la vie avec aisance, aussi bien au niveau biologique que social, et de l'apprentissage. Et je vais vous faire écouter un petit morceau pour finir. Je pense que vous connaissez. Histoire de finir sur une bonne note. Juste que je retrouve.
connu. C'est le Nouveau Monde. Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté dans une salle de concert. C'est impressionnant. Libre de la télé, si un jour vous avez l'occasion, faites-le, parce que c'est vraiment une expérience. Ça, j'avais choisi ce morceau-là. En tout cas, bravo de l'avoir écouté en entier. Il faut savoir, juste la petite conclusion, vous savez pourquoi les chansons actuelles font 2 minutes, 2 minutes 30, tout ce qui passe à la radio? Vous avez une petite idée du format? C'est à peu près la capacité attentionnelle de quelqu'un. La capacité Attentionnelle. Au-delà, ça zappe. C'est dramatique. C'est riche, c'est de plus en plus court. C'est ça plus longuement, il y a quelques années. Oui. C'est triste, ça se réduit. Alors une symphonie de Dvorak en entier, Ça m'étonne. ça fait une bonne vingtaine de minutes, 25 minutes. C'est peu. 2 Des minutes symphonies 30. d'ailleurs. Donc c'est compliqué pour... déjà, ne serait-ce qu'amener un public à être capable d'avoir une attention sur un concert complet, c'est déjà un gros boulot. Mais il ferait de la musique, ça serait mieux. Et voilà. De côté. Donc si vous avez des questions,